un soir. 19h-20h. Hélène Zélani. 19h45, voilà qu'on reparle de wokisme ces derniers jours, cette manière radicale de concevoir la justice sociale et de défendre les minorités, tout particulièrement dans les universités anglaises et américaines depuis la guerre entre Israël et le Hamas. Justement, on en parlait avec le général Gomar juste avant la pause. Bonsoir Sylvie Pérez. Bonsoir Hélène Zélani. Vous êtes journaliste et écrivain et vous publiez le livre En finir avec le wokisme. Merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Votre livre raconte comment le mouvement woke a progressivement gagné du terrain dans le monde anglo-saxon. Et au-delà de ce constat, vous montrez surtout comment la bataille culturelle est lancée pour contrer ce mouvement. Alors je voudrais d'abord qu'on évoque le lien entre le wokisme et les actes antisémites qui explosent sur les campus américains, avec même des violences physiques. C'est assez intéressant. Le wokisme est l'enfant du politiquement correct. Il faut quand même expliquer ce que c'est en 2 mots. C'est un ensemble de doctrines qui envisagent toute relation humaine selon un rapport de pouvoir entre dominant et dominé. Donc vous avez la théorie du genre, l'antiracisme, le néo-féminisme et le décolonialisme. Voilà, pour donner un tableau. Le wokisme, c'est le politiquement correct à la puissance 10. Je cite dans mon livre un article du New York Times de 1990. Donc c'est le moment où apparaît le politiquement correct. Et le New York Times décrit un mouvement fort inquiétant qui suppose qu'on se conforme, un mouvement aux allures staliniennes, d'ailleurs, est-il précisé, qui suppose qu'on se conforme à certaines opinions à propos des races, de l'écologie, du féminisme et, devinez quoi, du conflit israélo-palestinien. Donc vous voyez, on est en 1990. Et alors à ce moment-là, on déplore cette nouvelle intolérance, c'est la police de la pensée, et ça va être un problème majeur pour les universités, on est inquiet. Fast forward, 20 ans plus tard, le politiquement correct a imposé ses interdits partout. Le New York Times est devenu la Pravda du wokisme. Avançons encore d'une dizaine d'années. On est en octobre 2023, au lendemain des pogroms perpétrés en Israël. Et on a des étudiants woke qui qualifient les massacres d'actes de résistance et qui héroïsent les terroristes. Alors, comment est-ce qu'on passe, si vous voulez, d'un mouvement qui se soucie que les mots ne soient pas blessants, qui se soucie des plus faibles, à la justification décomplexée d'un massacre de civils? Telle est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Surtout que les Juifs sont aussi une minorité. On pourrait imaginer que pourquoi ne pas défendre les Juifs aussi? Oui, mais si vous voulez, le wokisme, d'abord c'est une idéologie qui est très déconnectée de la réalité et qui repose sur un récit figé. Il y a d'un côté les bourreaux, de l'autre côté les victimes. Ouais, c'est ça. On est bourreau de père en fils et on est victime par filiation. Vous avez déjà entendu très parler... manichéen, quoi. Très manichéen, exactement, sans aucune nuance. C'est ça le drame. Et c'est ce qui fait qu'on a maintenant des étudiants qui sont, pardon de le dire, mais qui sont un petit peu écervelés et même déshumanisés. Et donc, vous avez entendu parler du privilège blanc, par exemple. Le privilège blanc, c'est l'idée selon laquelle un SDF blanc de peau est un anti, parce que justement, il est blanc, parce qu'il est du côté des bourreaux, parce qu'il est blanc. De la même façon, l'Occident est coupable, dans la vision woke du monde, l'Occident est coupable. Israël est la figure de l'Occident au Moyen-Orient, donc Israël est coupable, y compris au moment où le pays subit les pires atrocités sur ses populations civiles. Et ce qui est fascinant, c'est que ce dont je parlais, cette violence, cette haine contre les Juifs, ces inscriptions, c'est évidemment ces portraits arrachés, on voit ça dans les meilleures universités américaines. C'est vraiment l'élite et c'est dans ces facs élitistes qu'il y a les pires dérives. Oui, il y a eu, rien qu'à Harvard, 30 organisations étudiantes ont publié un communiqué qui, entre guillemets, contextualise les pogroms et qui tient Israël responsable des atrocités perpétrées par le Hamas et qui se range en gros du côté des terroristes. Vous avez aussi un texte du même tonneau qui a été signé par 1700 professeurs de sociologie à ce moment-là, mais quelques jours après les massacres. Donc c'est vraiment à n'y rien comprendre. Et en même temps, ça montre quelque chose dont on a vu l'évolution depuis
depuis une vingtaine d'années. Mais ça veut dire que, évidemment, ça concerne les élèves, mais ça concerne aussi, évidemment, les enseignants. Et ça veut dire que les générations qui sont en train d'arriver dans la société vont être totalement formatées par cet état d'esprit. Exactement, qui est un état d'esprit complètement rigide. Et donc, ce wokisme qui, au départ, se souciait des plus faibles, est violent. Et il est d'autant plus violent, si vous voulez, qu'il est féroce au nom du bien. C'est-à-dire que on se dit, il y a des choses qui sont tellement dangereuses à dire qu'il faut les interdire pour arriver à une société idéale. Et encore mieux, il faudrait peut-être éliminer les gens qui les disent. Vous voyez, vous pouvez nous donner des exemples concrets? Oui, il y a aux États-Unis et en Angleterre des professeurs d'université qui ont été obligés de démissionner parce que l'établissement ne pouvait plus assurer leur sécurité physique face à des étudiants idéologues. Je pense par exemple à Kathleen Stock. Là, ça se passe en Angleterre, à l'université de Sussex. Kathleen Stock est une professeure de philosophie, féministe, lesbienne. Bon, a priori, elle coche les cases. Elle coche quelques bonnes cases, exactement. Et elle a été poursuivie par des activistes transgenres pour avoir réitéré la réalité du sexe biologique, qui, vous savez, est en contradiction avec l'idée des activistes transgenres selon laquelle le genre prime sur le sexe biologique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, bon, ça, c'est le sabir woke. Mais c'est très sérieux parce que ça a des conséquences graves. Des conséquences graves. Ça a commencé en 2019 pour cette femme. Au bout de 2 ans, elle a tenu bon, en plus, crime de lèse-majesté, blasphème des blasphèmes. Et elle a dû donner ses cours par Zoom à un moment, sous protection policière. Et elle a fini par être obligée de démissionner au bout de 18 ans de carrière dans la même université. Mais vous avez aussi une professeure d'histoire moderne à Oxford qui a aussi été obligée de donner ses cours encadrés par 2 gardes du corps à Oxford. Alors, essayons d'être un peu positifs, même si le tableau que vous dressez est tout de même très inquiétant. Votre livre, le sous-titre de votre livre, c'est Chronique de la contre-offensive anglo-saxonne. Alors, c'est quoi cette contre-offensive? Alors, cette contre-offensive, si vous voulez, l'intérêt de se pencher sur le cas anglo-saxon, c'est qu'il nous procure une sorte de retour d'expérience, puisqu'ils ont le wokisme là-bas à 10 ans d'avance sur ce qu'on vit ici, ce qui fait qu'ils ont eu le temps de circonscrire ce mouvement qui est assez complexe, il est vrai à plusieurs branches et qui est compliqué et qui est assez irrationnel au fond. Et donc ils ont eu le temps de le circonscrire et surtout de réfléchir à comment freiner ce train fou dont on voit les effets aujourd'hui. Et alors justement, ils font quoi? Quels sont les actes, quelles sont les organisations qui luttent contre le wokisme dans le monde anglo-saxon? On peut citer, il y a des outils qui sont mis en place. Par exemple, je pense à FIRE, Fondation pour les droits de l'expression. C'est une association qui a été fondée dès 1999, parce que déjà, le politiquement correct faisait des ravages sur la liberté d'expression. Ce sont des avocats bénévoles qui défendent la liberté d'expression telle que dictée par le premier amendement de la Constitution américaine. Ils étaient 14 au moment de la fondation de cette association, ils sont aujourd'hui une centaine. On peut citer aussi les principes de Chicago, qui sont une charte académique, une charte pour la liberté académique, et qui a été conçue en 2014 à l'Université de Chicago, d'où le nom, et qui aujourd'hui, cette charte est signée par plus d'une centaine d'universités américaines. L'idée étant que la mission de l'université inclut la mise en cause des idées reçues et que la bonne pensée n'a pas sa place dans l'académie. Il y a un certain nombre d'outils comme ça qui ont été élaborés. Sylvie Pérez, en France, où la vague woke est déjà bien ancrée dans les universités, est-ce que la contre-offensive a commencé ? On peut citer l'Observatoire du décolonialisme, qui est une union d'une centaine d'universitaires. Ils ont un site internet et qui lutte contre la déconstruction des savoirs et contre l'intrusion du militantisme woke
à l'Université française et ils avaient fait un colloque début janvier 2022, justement pour attirer l'attention sur le danger du wokisme, sur la recherche académique et la liberté d'expression. Je vous remercie beaucoup, Sylvie Pérez, d'être venue dans Europe 1 Soir, journaliste écrivain. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, En finir avec le wokisme, aux éditions du Cerf. Merci d'être venue dans ce studio. Merci à vous. Europe 1 Soir.